Bonjour à tous, je me présente, c'est Laurence Tisdale. Je suis un scientifique qui étudie dans la science, un baccalauréat en agriculture, une maîtrise en phytotechnie, et je suis chrétien. Et je suis intéressé à la question, comme vous l'êtes sûrement, la question de la science et la foi. Et je remercie Théovox de me donner cette opportunité d'exposer le sujet pour faire une comparaison entre l'évolution et la création. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'émotivité, hein? Surtout parce que c'est pas nécessairement basé sur des faits, mais sur des croyances. Et on va explorer cette partie-là du sujet en question. On va découvrir des évidences en faveur d'un modèle créationniste et on va aussi parler, probablement dans un deuxième volet, sur les arguments que les évolutionnistes vont amener pour appuyer leur théorie et comment on y répond. C'est quoi la vérité? C'est sûr que chaque personne a sa vérité, mais on va essayer de faire ça de manière la plus scientifiquement possible. J'aime commencer avec une question telle que c'est quoi cet organisme-là que vous voyez à l'écran? On sait bien, c'est un ornithorynque. Donc, un ornithorynque est une créature très spéciale. Elle a le peau d'un loup, queue d'un castor, des pattes palmées. Elle pond des œufs et elle allaite ses petits. Voyons, c'est comme si le créateur aurait pris tout ce qui restait sur les étagères, l'a mis ensemble et voilà l'ornithorynque. Et ma question toujours pour mes amis évolutionnistes, c'est explique-moi l'ornithorynque. C'est pas ma théorie de dire que l'ornithorynque est arrivé par hasard. Mais si vous allez dire que tout est arrivé ici par hasard, par des mutations, par la sélection naturelle, alors vous avez besoin d'expliquer l'ornithorynque. Et dans 25 années, j'ai jamais eu d'explication pour l'ornithorynque parce qu'il défie l'explication évolutionniste. Alors, pensez-y. Quel est l'ancêtre? On a multiples choix. C'est-tu le canard? C'est-tu le loup? C'est-tu le castor? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choix. Et de toute façon, ces fossiles ne sont pas dans la bonne place. Donc, ça reste une question et j'aime poser ces questions-là pour nous faire réfléchir. Parce qu'au fond, je n'ai pas toutes les réponses. Mes collègues évolutionnistes n'ont pas toutes les réponses. C'est pour ça qu'on est dans la science. C'est pour découvrir. Et moi, je trouve que je suis en train de découvrir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que le Créateur a fait, les merveilles de qu'est-ce qu'il a fait. Il y a un verset dans Romains 11, 3 qui dit « Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science, sa connaissance. » Alors, c'est sûr que nous, on est en train de découvrir qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans la création pour un créationniste. Souvent, on a cette idée que la création, c'est une croyance, ou le créationnisme, c'est une croyance, et l'évolution, c'est de la science. Donc, création, croyance, et il faut le dire de nos jours que si vous êtes croyant, vous êtes considéré des personnes non éduquées en général. Vous êtes une personne qui ne se fie pas à la science naturaliste. Vous êtes une personne qui fait fi des faits, et vous dites je crois, indépendamment de ce qui se trouve de la réalité. C'est ça qu'on présente dans les revues, dans les journaux, c'est comme ça qu'on nous présente. Mais ce n'est pas de tout vrai. On va découvrir pourquoi ce n'est pas vrai. Et l'idée que l'évolution est égale à la science, ça aussi, c'est problématique. Pour comprendre pourquoi, il faudrait qu'on commence à comprendre c'est quoi la science et comment la méthode scientifique fonctionne. Pour commencer, la façon que c'est supposé fonctionner, c'est comme ceci. On fait une observation. On observe quelque chose dans la nature. Et après, on va faire une théorie pour essayer d'expliquer qu'est-ce que nous observons. Okay? Disons, une pomme tombe d'un arbre, comme Isaac Newton. Bon, une pomme tombe d'un arbre. Pourquoi la pomme tombe de l'arbre? Pourquoi il ne monte pas dans les airs? Pourquoi il ne flotte pas? Donc, un scientifique va regarder, ou n'importe qui va regarder, il va se demander comment on peut expliquer cela. Donc, on va faire des théories. On va faire « moi, je pense que c'est ceci ». Quelqu'un d'autre va dire « moi, je pense que c'est ceci ». Et après ça, d'une manière scientifique, on va faire des tests. On va faire des prédictions avec notre théorie et on va faire des expériences. Donc, notre théorie va dire « si je fais ça, c'est pour ça que la pomme tombe ». Ensuite, je vais faire une expérience et si mon expérience démontre multiples fois que ma théorie et mes prédictions sont vraies, alors là, on a quelque chose de fiable dans la science.
Alors, ça, c'est la façon que c'est fait. Le problème, c'est que beaucoup de fois, on commence avec la théorie et on va essayer de chercher des observations au lieu de commencer avec des observations puis ensuite faire la théorie. Et quand on commence avec une théorie et on va chercher des observations, on va fausser nos observations pour défendre notre théorie. Et donc, la science devient imprégnée de philosophie, de croyances. Qu'on soit évolutionniste ou créationniste, on a le même défi. Alors, c'est important de reconnaître quand on est en train de parler d'une hypothèse, une théorie, d'une observation, d'un fait, il faut différencier tout ça et comprendre quand on est dans un camp et quand on est dans l'autre. Alors, voilà comment c'est supposé fonctionner. Juste un point concernant la différence entre une théorie et une loi. Souvent, on m'a dit que une loi, ça prouve quelque chose. Le problème, c'est que dans la science, où une loi, disons, est plus forte qu'une théorie, et on va dire l'évolution, c'est juste une théorie. Mais non. Dans la science, la théorie, c'est le plus avancé qu'on peut l'être. La loi fait partie des bagages que nous avons pour comprendre notre théorie, pour valider notre théorie. Mais ce n'est pas plus haut qu'une théorie. Je comprends la confusion, mais la réalité, c'est qu'une théorie, c'est le plus haut qu'on peut avoir dans la science, et une théorie peut changer parce qu'on va découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel, qui va faire que notre théorie va falloir le modifier. Donc ça, c'est pour expliquer ce côté-là. Donc la théorie de l'évolution, ça peut être expliqué comme ceci. Si on regarde Charles Darwin, il dit « Tous les êtres vivants qu'on retrouve sur la Terre sont le produit d'une longue série de transformations biologiques, de changements qu'on appelle évolution. » Notez que l'évolution doit toujours être progressive. Donc, on doit toujours avancer sur ce qui était avant. Ça doit s'améliorer, si vous voulez. De cette manière, Darwin a expliqué la diversité des espèces vivantes et leur métamorphose en d'autres espèces. Donc, la théorie de l'évolution, on commence avec l'hydrogène. Puis j'ai même entendu Dr. Hubert Reeves dire que l'hydrogène a la capacité innée de devenir humain parce que pour lui, l'hydrogène, le gaz incolore, va devenir, et très léger, va devenir humain en 15 milliards d'années. Alors, ça, c'est l'évolution peut-être cosmique et plus grande, mais si on parle d'un niveau biologique, on va parler que les premiers, il doit y avoir des molécules non vivantes, comme des protéines et des acides aminés qui doivent se mettre ensemble pour éventuellement devenir une bactérie. Disons, cette bactérie, cette protiste, changerait. Donc, la bactérie va changer sur une période de 3,8 milliards d'années à être un humain et plein d'autres vies qui nous existent. Donc, on aura toujours cet ancêtre commun à partir duquel les transformations graduelles sont devenues toutes les autres branches de vie qui existent avec beaucoup de temps. Et c'est toujours et uniquement par des causes matérielles. Très important, il n'y a pas de miracle dans l'évolution. Il n'y a pas de surnaturel dans l'évolution. Il faut que tout soit explicable par des causes matérielles. Alors, c'est un des défis qu'on a dans la science parce que un scientifique, c'est un chercheur de vérité. On devrait être un chercheur de vérité. Alors, il cherche à découvrir qu'est-ce qui est vrai. Si la vérité nous amène vers une conclusion métaphysique, surnaturelle, qu'on aurait été créé par quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas analysable dans un laboratoire, alors ça, c'est la vérité. Ça ne devrait pas nous choquer, ça ne devrait pas nous causer de problème. Mais en réalité, beaucoup de scientifiques veulent que toute leur réalité soit capable d'être analysable dans un laboratoire d'une manière scientifique. Moi, je ne crois pas que c'est réaliste, mais c'est ce qu'ils tentent de faire. Et la théorie de l'évolution est une manière d'englober tout ce qui est la vie biologique et de dire, voilà, on est capable d'expliquer tout sans créateur, qui était un des motifs de Darwin. Donc, les mécanismes pour l'évolution, c'est la sélection naturelle et la mutagenèse. Donc, on va expliquer plus tard c'est quoi. Vous avez tout entendu ces mots-là, les mutations génétiques. Il y a même des films qui sont faits là-dessus, etc. On va expliquer plus en détail parce que c'est important de bien comprendre ces mécanismes-là et leur force et leur faiblesse. Il y a deux modèles dans l'évolution, parce que là, on compare les théories de l'évolution avec la création, mais à l'intérieur des évolutionnistes, il y a deux courants de pensée.
La première, c'est ce changement graduel. Petit à petit, la bactérie va devenir un humain ou le grenouille va devenir un prince sur 150 millions d'années. Il y a aussi une théorie qui saute, qui s'appelle néo-darwinienne. Donc, la théorie évolutionniste néo-darwinienne, néo veut dire nouveau, hein? Donc, il va faire que tout reste pareil pendant des longues périodes de temps, et là, soudainement, quelque chose arrive dans une population très isolée qui va forcer un changement rapide qui ne laisse aucun fossile. Donc, on va découvrir est-ce que c'est une théorie qui est valide ou qui vraiment défend, est-ce qu'on peut défendre cette théorie-là scientifiquement? On va regarder ça plus tard. Mais c'est les deux modèles qu'ils ont, graduel ou par saut, mais il faut comprendre que même quand il y a des sauts, il y a un certain niveau de changement, c'est juste qu'au lieu de le faire lentement, ils le font très rapidement. Donc, il y a deux autres termes qu'il faut se rappeler dans la théorie de l'évolution. Et j'espère que vous n'êtes pas tous ça fait beaucoup de science ». Mais oui, on va parler de science et vous pouvez toujours reculer la vidéo puis l'écouter une deuxième fois. Donc, deux autres mots dans notre vocabulaire que nous devons nous souvenir, c'est le macro et micro. On est tout commun avec un microscope. D'ailleurs, sur la table, vous voyez que j'ai un microscope ici dans le coin. Microscope, ça veut dire qu'on va aller voir dans le micro, dans le petit. Macro, c'est dans le grand. Alors, qu'est-ce qui arrive qui est intéressant? C'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle la microévolution. Pour un évolutionniste, c'est le changement à l'intérieur des espèces. Donc, vous avez différentes sortes de chiens. Dans la famille canine, par exemple, vous avez des loups, des chiens, des jacals, des renards. Okay? Toutes sortes d'animaux canins qui viennent d'un ancêtre commun. Pour eux autres, c'est de la microévolution. Et honnêtement, comme créationniste, on est d'accord. À part du fait qu'on ne croit pas que c'est une évolution, on dit que c'est une adaptation. C'est ce qu'on appelle la dynamique des populations. Donc, sur ce point-là, il n'y aura aucun argument parce que nous l'observons. Nous voyons les différentes sortes de chiens. Nous voyons les différentes sortes de vie à l'intérieur d'une espèce. Remarquez que la Bible, elle a dit que tout reproduit d'après sa sorte, en Genèse 1. Toutes les espèces vont reproduire d'après leur sorte. Donc, il y a une limite. Une grenouille ne peut pas devenir un prince parce qu'il y a ces limites qui arrêteraient ce changement-là selon le modèle créationniste, selon Dieu, et même selon la microévolution. Mais les évolutionnistes vont dire que des petits sauts, des petits changements, et pas des sauts, des petits changements vont devenir des grands changements avec assez de temps. C'est là qu'on a un désaccord. Nous disons qu'il n'y a pas de macroévolution. Parce qu'ils disent, ouais, mais ça prend plus de temps. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas l'analyser dans un laboratoire parce que ça prend trop de temps. Si vous ne pouvez pas l'analyser, alors ça doit être votre croyance et non de la science. Votre théorie. Pas basée sur les observations parce que personne n'a observé une grenouille changer en quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est bien important de savoir qu'il y a des choses dont on est d'accord avec l'évolutionniste et des parties de sa théorie qu'on n'est pas de tous d'accord. Okay? Donc ça, c'est important de comprendre la différence. Quand on discute avec quelqu'un qui croit dans l'évolution, il faut parler la même langue. Il faut qu'on parle les paroles qui ont le même sens. Ça peut être un défi, des fois. Donc, juste pour finir, où est l'homme dans tout ça? L'homme, pour la théorie évolutionniste, n'est qu'un animal. Il n'est pas plus spécial que ton chien. D'ailleurs, je me souviens d'un article en Québec Science où est-ce que Stephen Gould, un grand évolutionniste de l'Université Harvard, avait dit « c'est juste une chance, un hasard que tu n'es pas ton propre chien ». Alors c'est vrai, et naturellement, il y a toutes sortes de problématiques autour de ça en termes de moralité et loi, etc. Qui a le plus de droits, les animaux, les humains, etc. Mais principalement, il faut reconnaître que la vision du monde évolutionniste, c'est que l'homme fait juste partie de la création, même la Terre comme planète n'est pas spéciale. Pour eux, il doit y avoir plein de terres partout dans l'univers où est-ce qu'il y a de la vie. Juste récemment, on a découvert qu'il y avait des tempêtes de sable sur une lune de Saturne, Titan. Et soudainement, les journalistes parlent de vie. Attends là. Là, ils ne parlent même plus d'eau. Ils parlent juste de tempêtes de sable entourées du gaz méthane, puis ils disent
Ah, il y a sûrement de la possibilité d'avoir de la vie. Depuis quand une tempête de sable produit de la vie? Je veux dire, c'est vraiment extrême qu'est-ce qu'on voit dans les journaux, où est-ce qu'ils disent n'importe quoi va produire de la vie. Mais toute cette idée-là vient de ces racines de la théorie d'évolution qui dit on est arrivé ici par des processus naturels, donc la vie peut apparaître par ces mêmes processus ou des processus similaires dans une autre place dans l'univers. Malheureusement, hein, pour les évolutionnistes, on n'a pas trouvé d'autres planètes bleues comme la Terre. On n'a pas trouvé les conditions nécessaires et, comme je vais vous montrer, je ne crois pas que c'est même possible que l'évolution produise la vie. Donc, on va parler sur l'origine de la vie. On va... donc, juste en parlant de l'origine de la vie, on va dire comment est-ce que les évolutionnistes expliquent l'origine de la vie? Très important. Parce que quand un créationniste parle avec un évolutionniste, des fois, on n'est pas capable de se comprendre. C'est comme si on parle deux langues. Et la raison, c'est que l'évolutionniste, il va parler sur les origines des choses et l'évolutionniste, il va parler sur la transformation de ce qui existe déjà. Donc, moi, je vais dire, ma question aux évolutionnistes, c'est explique-moi comment on arrive à une cellule vivante. Et eux, ils vont dire, oui, mais l'évolution, c'est à partir de la cellule vivante, puis après. Oui, mais vous avez besoin d'expliquer d'où ça vient, la cellule vivante. Et vous avez besoin d'expliquer d'où ça vient l'origine des yeux. Et vous avez besoin d'expliquer l'origine des ailes sur les insectes et sur les chauves-souris, le vol, et plein d'origines qu'on fait abstrait. Mais on ne doit pas faire abstrait à ça. Dans nos écoles, on nous enseigne, jusqu'à aujourd'hui, l'expérience de Stanley Miller pour expliquer l'origine de la vie pour les évolutionnistes. C'est une expérience faite en 1957, donc ça fait bien longtemps. Et son idée, c'était de mettre les matières premières ensemble, des molécules pour faire des acides aminés qui peuvent peut-être plus tard faire des protéines qui sont la base naturellement de l'ADN. Donc, les acides aminés sont à base de l'ADN qui vont produire des protéines. Alors, ça, c'était son idée. Il a mis les protéines dans un bocal avec de chaleur, il y a des éclairs, c'est chaud, c'est de l'eau bouillante, et là, il a dit qu'il avait créé quelques acides aminés, et que donc la vie serait possible. Bon, la vie, c'est beaucoup plus que quelques acides aminés. En fait, il a produit du goudron. Je ne sais pas si quand vous êtes en train de conduire sur la route, vous voyez le goudron à terre et vous dites « Ah, tiens, la vie est en train d'apparaître. » Probablement pas. Alors, lui, c'est ça qu'il a fait, et le problème, c'est qu'il avait une trappe, une place où est-ce qu'il fallait retirer les échantillons. Pourquoi? C'est très simple. On prend une parenthèse pendant un instant. Quand j'étais jeune étudiant dans la résidence à l'université, je suis sûr que je suis le seul d'avoir fait ça. Des fois, je ne lavais pas ma vaisselle de cuisine jusque pour la semaine. Puis là, rendu la fin, il n'y en avait plus dans les placards, il fallait le laver. Et si j'avais mangé des œufs plus tôt, puis je n'avais pas rincé bien l'assiette, mais vous pouvez imaginer, c'était comme du ciment collé sur l'assiette. Alors, comment on fait pour enlever les œufs d'une assiette? C'est l'eau chaude. Pourquoi l'eau chaude enlève les œufs de l'assiette? Parce que l'eau est un solvant. Il dissout, il défait les molécules. Alors, la pire place pour créer des molécules, ce serait dans l'eau bouillante, parce que l'équation est en train de faire l'inverse et de détruire tous les acides aminés qui sont créés. Justement, c'est pour ça qu'il fallait qu'ils mettent un robinet et une trappe pour retirer ce qui était dans l'échantillon, sinon, il allait s'auto-détruire. Pas très prometteur comme modèle pour l'origine de la vie. En plus, en enlevant l'échantillon qu'ils avaient créé, des quelques acides aminés, en enlevant, mais là, il n'y avait plus d'énergie pour continuer l'équation, c'est fini. Et ils n'ont rien d'autre parce qu'ils montrent encore ce modèle-là de nos jours dans nos écoles comme exemple de l'origine de la vie. Mais on est très, très loin, on a du goudron, puis on est très loin de l'origine de la vie, et voilà quelques raisons. Il y en a d'autres raisons, mais on n'ira pas plus en complexité que ça. Il y a d'autres raisons pourquoi ça ne fonctionne pas, ce modèle-là. Donc, je vais faire une citation. J'aime ça citer des somnités. Moi, je ne suis pas une somnité nécessairement dans un domaine quelconque, donc on aime faire référence à des personnes qui le sont. Et souvent, je cite des évolutionnistes qui parlent de leur propre théorie. Par exemple, Sir Fred Hoyle. Sir Fred Hoyle, qui est un astronome assez connu, mathématicien.
Et il a dit ceci, la notion que les biopolymères et qu'un code fonctionnel, comme l'ADN, pourrait être le fruit du hasard dans une soupe organique est simplement de la folie. C'est honnête. Est-ce qu'avec ça, Fred Hoyle est devenu créationniste? Non, il a écrit un livre qui s'appelle L'évolution de l'espace, où est-ce qu'il propose que la vie n'a pas eu ses origines sur Terre, il a eu ses origines à une autre place, puis ça a été ensemencé ici par des extraterrestres. Il faut aller loin, parce que quand on est sur une autre partie de l'univers, une autre partie de l'espace, par des extraterrestres qu'on n'a jamais vus, est-ce qu'on est encore dans la science ou est-ce qu'on est dans la croyance? Je propose qu'on est rendu dans la croyance. Michael Denton, qui n'est pas évolutionniste, mais qui était un professeur à l'Université de Berkeley, il a écrit un livre qui s'appelle « L'évolution, une théorie en crise ». Ça fait bien longtemps, il a écrit quelques livres depuis, mais dans ce livre-là, il dit « Si nous considérons comment certains scientifiques décrivent la soupe prébiotique, ce mélange de molécules initiales pour faire des acides aminés, dans leur discussion sur l'origine de la vie, comme un fait, il est plutôt surprenant de constater que son existence ne repose sur aucune évidence concluante. Aucune. Pourtant, on l'enseigne à tous nos enfants. Wow. Quand même. Alors, la théorie de l'évolution, c'est cette idée. On commence avec l'hydrogène. Des milliards d'années plus tard, on a l'humain, toutes sortes de vies, et on a la sélection naturelle, mutagenèse comme mécanisme. Il y a une possibilité pour eux que ce soit graduel ou que ce soit par saut, néo-darwinisme. Et pour concernant les origines des choses, en fait, ils n'ont pas vraiment de réponse concernant les origines. OK? Les évolutionnistes, par contre, ils croient à leur théorie, sans l'évidence. Alors, Dr. Cyril Barrett, qui était à l'Université Laval avant, il a pris sa retraite, il va dire d'abord, l'évolution n'est pas seulement une théorie, c'est un fait. Mais un fait. Un fait, c'est quelque chose qu'on peut observer, toucher. J'ai ici un fossile d'un poisson. Ça, c'est un fait. On peut le toucher. Est-ce que l'idée que des grenouilles peuvent devenir des princes, c'est un fait? Quelle partie de l'évolution est un fait? Il dit d'ailleurs, aujourd'hui, aucun biologiste, c'est ça qu'il a écrit dans son livre, Le miroir du monde. Il dit qu'aucun biologiste, j'aime ça quand il dit ça, il englobe tout là au complet, aucun biologiste raisonnable. Ça veut dire que si je ne suis pas d'accord avec Dr. Cyril Barrett, je ne suis pas raisonnable. Et vous non plus, apparemment. Qui croit que la vie n'a pas d'histoire. C'est-à-dire que les espèces auraient été créées instantanément par une intervention surnaturelle. Il dit, il n'y a aucun biologiste raisonnable qui croit dans la création. OK, c'est faux, premièrement. Oh, en tout cas, il va éliminer plein de doctorats en biologie qui croient justement que la vie a été créée. Mais pour lui, c'est une façon de faire fi de tous les arguments des créationnistes en disant « Mais personne qui est raisonnable va croire à ça. » Donc, je me présente irraisonnable pour Dr. Cyril Barrett. Par contre, Dr. Richard Dawkins, qui est un professeur à Oxford, bien connu, un athée très connu, il dit comme un préface d'un livre de biologie, la biologie est l'étude des choses compliquées qui ont l'apparence d'avoir été conçues pour un but. Attends, on va lire ça lentement. La biologie, pour Dr. Dawkins, est l'étude des choses compliquées qui ont l'apparence d'avoir été conçues pour un but. Ma question, c'est, s'ils ont l'apparence d'avoir été conçus pour un but, est-ce que c'est irraisonnable de suggérer qu'ils ont été conçus pour un but? Je crois que c'est l'évidence même. Mais, voilà leur manière. Ils vont dire, « Ah, ça a l'air d'avoir été créé, mais c'est pas vraiment créé. » Et on va vous expliquer comment ça a juste l'air, mais c'est pas vraiment. OK? Ça, c'est la théorie évolutionniste. Comme je vous dis, l'évolution devient alors une croyance, parce qu'on ne peut pas le montrer dans le laboratoire, l'évolution. C'est pour ça que quand je suis avec des évolutionnistes, je demande toujours la même question. Comment? Explique-moi comment. C'est à vous d'expliquer ta théorie. Moi, j'ai une explication. Ma théorie est simple. Des vaches produisent des vaches, des lamas produisent des lamas, des singes produisent des singes, et des humains produisent des humains. Heureusement. Sinon, quand une femme rentrait dans l'hôpital à voir quelque chose, elle fermait les fenêtres parce qu'elle ne saurait jamais qu'est-ce qui sortirait. Mais non, les humains ont toujours des humains. Ça, on est capable de l'observer.
Mais l'idée qu'on va changer d'espèce, qu'on va devenir quelque chose de différent avec le temps, ça, on ne l'a jamais observé. Et donc, c'est une croyance. Et même des évolutionnistes, par exemple, Michael Ruse, qui avant était professeur à l'Université de Guelph, maintenant je crois qu'il est à l'Université de Floride, il était spécialisé dans la philosophie des sciences. Il est spécialisé dans la philosophie des sciences. Il est un évolutionniste. Il dit ceci: l'évolution est élevée par ses partisans au-dessus de la simple science. Elle est véhiculée comme une idéologie, une religion séculière, un choix au même titre que le christianisme, avec un sens et une morale. L'évolution est une religion. Je le cite. C'était le cas au début et perdure jusqu'à maintenant. L'évolution a donc pris naissance en tant qu'idéologie séculière, comme substitut, écoutez-moi, comme substitut explicite du christianisme. Oh! Il faut se poser la question, est-ce qu'on peut être un chrétien et croire à l'évolution? Pour un évolutionniste comme philosophe, comme Michael Ruse, il dit non. C'est un substitut du christianisme. Intéressant à réfléchir sur ce point. Donc, l'évolution, c'est une croyance. Et c'est pour ça que les discussions concernant l'évolution et la création sont si émotives. C'est pour ça qu'on est si pris par nos opinions. Parce qu'au fond, ce n'est pas basé sur des faits. La création à 6 jours, je le crois, parce que la Bible en parle. Mais j'ai pas d'image qui a été faite par Dieu ou Adam ou quelque chose pour te dire, voici, au moins, j'ai quelques preuves. Non, non, non. J'ai une preuve indirecte, si vous voulez, des évidences indirectes, où est-ce qu'on peut voir la téléologie, où est-ce qu'on peut voir l'évidence d'un artiste, l'intelligence, etc., dans la nature, mais je n'ai pas été là pour l'observer. Et les univers, ça ne se crée pas tous les jours. Alors, c'est une croyance, je l'admets. Mais donc, cette idée que création est égale à croyance, oui. Mais l'idée que l'évolution est égale à science, non. L'évolution était aussi égale à une croyance qui est un substitut explicite du christianisme. Parlons quelques instants sur la création. Donc, j'ai fait un petit survol sur l'évolution. On va prendre un petit survol sur la création et après, on va rentrer dans quelques arguments en faveur d'une création, arguments scientifiques. Le premier verset de la Bible, c'est Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un énoncé très scientifique dans le sens que on parle de, au commencement, le Créateur existe avant le commencement, il créa les cieux et la terre, donc il est la source de toute la création. Et étant la source de toute création, il est la source de l'origine de la vie biologique. Alors le principe directeur de la théorie créationniste est d'expliquer, donc la raison d'être de la théorie créationniste, c'est d'expliquer l'origine. Souvenez-vous, on a parlé de la différence entre le changement graduel et l'origine. L'origine de la complexité et de l'organisation fonctionnelle de l'univers et de la vie par une cause intelligente plutôt que par le hasard. Donc, la création, on fait des observations, on observe qu'est-ce qui nous entoure en termes biologiques. On dit, hey, c'est pas mal complexe. Puis on va dire, on dirait que ça a été fait pour un but. Les abeilles, les fleurs, notre capacité de manger, des cycles d'eau, toutes sortes de choses qu'on pourra parler, le nombre d'or, toutes sortes d'équations dans l'univers qui semblent être très spécifiques, qu'on ne peut pas changer, on change un petit peu, puis il n'y a rien qui fonctionne. Ça semble avoir été planifié avec intelligence. Moi, je dis que ce n'est pas semblé, c'est parce que ça a été planifié avec intelligence. Donc, c'est ça la théorie de création. Contrairement à cette idée de changement graduel, on va dire, non, les choses ont été créées, les sortes de vie ont été créées telles quelles, et il y a eu si vous voulez, une micro-évolution, nous on appelle ça l'adaptation, depuis, et que c'est beaucoup moins de temps. Là, une grande partie des créationnistes, pas toutes, mais une grande partie des créationnistes croient que la Terre a juste moins que 10 000 ans. Ils ont des raisons de croire ça, avant que vous vous dites « Oh, c'est impossible. » Attends, ils ont des raisons, mais ça sera peut-être une autre émission plus tard. Pour le moment, on va concentrer sur le fait
qu'on doit expliquer. On doit arriver avec une explication pour l'origine de ce qui nous entoure et non juste arriver avec un modèle qui dit « une fois que vous avez l'origine, on va le changer après ». Alors, le modèle créationniste biblique, c'est long. Il y a plusieurs points qu'on pourra dire. Grosso modo, à très haut niveau, les formes de vie ont été créées instantanément. Ils vont rester à l'intérieur dont des reptiles restent des reptiles. La famille des chevaux va rester des chevaux, par exemple. Toutes les espèces vont se reproduire d'après leur sorte. Quand ils vont arriver sur la Terre, ça va être fertile. Donc, il n'y aura pas de champ. C'est plus fertile avant que maintenant, en fait, dans le modèle créationniste biblique. Vous avez l'homme et la femme qui sont créés en même temps. Donc, dans les 6 jours de la création, 6e jour, les animaux et l'humain arrivent, mais l'homme est différent des animaux dans le sens que le Créateur va insuffler un esprit en eux, ils vont être différents. Alors, il y a vraiment une différence. L'homme n'est pas un animal, il fait partie de la création, mais il n'est pas animal dans le modèle. Il y a aussi, l'homme est unique, donc. La mort serait le résultat de désobéissance de l'homme. Donc, la mort et la souffrance, c'est le résultat de désobéissance de l'homme et la femme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Et ensuite, il y a eu des catastrophes, d'autres catastrophes, à part de celle-là, qui impliquent le tour de Babel et le déluge global, le déluge de Noé. Et quand on parle de l'environnement, il y a un grand changement d'environnement avant le déluge et après le déluge, qu'on voit dans les fossiles. Donc, la plupart des fossiles, une bonne partie des fossiles, en tout cas, sont avant le déluge, pendant le déluge, je devrais dire. Sont pendant le déluge et peu de temps après. Et après ça, on a des fossiles qui sont plus modernes. Naturellement, on n'est plus en train de parler de millions et de milliards d'années. On va parler spécifiquement sur ce point-là un peu plus tard, mais je veux juste donner un survol très, très haut niveau, à 10 000 pieds, là, survol du modèle créationniste. Donc, finalement, si on veut faire 2 équations pour expliquer l'évolution et la création, on pourra le dire comme ceci. Dans l'évolution, on a la matière, M, énergie, E, T, temps, et ça donne la vie. La création, on a aussi matière, énergie et temps. Ça va bien? Sauf qu'on ajoute une intelligence pour organiser la matière, l'énergie, le temps. Et là, on a la vie. Mais c'est toute la différence. Il faut, pour que ça fonctionne, je vous donne un exemple. J'ai commencé mon doctorat à UQAM il y a bien des années. Je l'ai pas fini parce que j'étais engagé comme professeur et ensuite je suis allé en informatique. Mais cela étant, j'avais commencé. Pour être accepté, il fallait démontrer qu'est-ce qu'on allait faire de nos 4 années. Comment on allait organiser notre matière, notre énergie, notre temps pour s'attendre à avoir un résultat durant notre doctorat. Donc, ça prend de l'intelligence. C'est comme ça qu'on travaille d'une façon fonctionnelle. On ne s'attend pas que sans intelligence, quelque chose de compliqué et organisé, fonctionnel, va apparaître par hasard. Et pourtant, on enseigne à nos jeunes que c'est comme ça que la vie est apparue, qui est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on a pu créer sur la Terre. Alors, dans notre première partie, on a regardé est-ce que la création, c'est vraiment une croyance et l'évolution une science? Et on a montré que l'évolution, c'est aussi une croyance. On a parlé aussi sur la question de comment on peut décrire l'évolution, comment on peut décrire la création, et une sorte d'équation très simpliste. Matière, énergie, temps égale vie pour l'évolution, et pour la création, matière, énergie, temps et intelligence pour organiser tout ça pour faire la vie. Dans la prochaine émission, on va parler de 4 arguments basés sur des faits concrets scientifiques, des lois scientifiques, qui appuient le modèle créationniste et que j'utilise souvent dans mes discussions avec les évolutionnistes et dans mes débats dans les universités. Alors, à bientôt!